Donc, on va démarrer. Je vais donner la parole aux intervenantes après ces présentations. Et pour démarrer, j'ai envie de vous poser à chacune une question d'actualité, on va dire un peu générale. Mais comment allez-vous déjà? Mais qu'est-ce qu'a changé cette pandémie pour la communication digitale et puis plus particulièrement pour la beauté? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont radicalement changé, se sont transformées, ont évolué? Et je vais commencer par Emeline, tiens, parce qu'on a répété, donc je sais que c'est Emeline qui commence. Bonjour à tout le monde. Déjà, on va bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. C'est important en ce moment. Donc voilà. Au début, forcément, on s'est posé des questions en mars parce qu'on sait que malheureusement, les premiers budgets à être coupés, c'est souvent sur la communication. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait jamais eu autant besoin de contenu parce que les gens étaient chez eux et qu'ils étaient demandeurs de ce fameux contenu et qu'il fallait du contenu utile avec du sens. Donc en fait, les médias, de notre côté, comment nous on l'a vécu, qu'ils soient traditionnels ou sociaux, ils se sont vraiment réinventés. Ils ont fait plus de web aussi, ils ont fait plus de contenu accessible et ils ont fait plus de contenu avec du sens. Donc finalement, nous, on n'a jamais autant travaillé que depuis mars. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et parce que c'est nous qui leur fournissons ce contenu. En plus, la chance qu'on a eue, c'est que effectivement, nous, on est spécialisés en beauté engagée depuis 2013 parce que c'est une vraie conviction pour nous dans nos vies personnelles et aussi et à l'agence, bien sûr. Et en 2013, comme le disait Laurence, la clean beauty, on était vraiment sur de la niche. En 2020, c'est vraiment l'avènement. Et donc, nous, c'est vrai que toutes les marques qu'on a la chance de représenter qui font de la beauté engagée ont vraiment, vraiment explosé. Donc, ça correspondait à la fois aux attentes des consommatrices et des consommateurs, mais aussi à celles des influenceuses, parce que finalement, les influenceuses, elles ont suivi cette tendance, elles ont été vers plus de contenu utile, plus de fond aussi, et l'influence s'est fait beaucoup plus éthique pour nous, en tout cas. Donc, plus de Made in France, plus de santé. La dimension environnementale, c'était déjà ancré depuis un petit moment, mais en tout cas, ça s'est vraiment ancré cette année. Et on a fait un petit peu moins de tests, de simples tests produits, de unboxing. Ça a été beaucoup plus loin dans la coopération avec les influenceurs. Et ça a été beaucoup plus inclusif aussi. Donc finalement, même si l'important, c'est quand même de prendre en compte le contexte sanitaire, effectivement, nous, on a vu une vraie explosion de cette envie de consommer mieux et avec la beauté engagée. Donc, plutôt une bonne nouvelle pour l'influence éthique. On va approfondir tous ces sujets. Et Déborah de And Associate, vous, comment ça s'est passé cette période? Alors effectivement, c'est une période où il y a eu énormément de transformations en termes de contenu, de communication digitaux de la part des influenceurs et de la part des marques qu'on a pu accompagner. On est passé d'une approche où on était plus sur de la présentation, sur du partage de retours d'expérience, à une communication qui est beaucoup plus conversationnelle et qui est beaucoup plus dans l'échange, et avec les communautés et avec les consommateurs et entre les marques et les influenceurs, ce qui permet de pouvoir travailler justement comment dire, la transparence de ces marques et la transparence même de leur communication. La partie conversationnelle, c'est vraiment quelque chose qui est enfin, c'est vraiment une transformation de fond aujourd'hui. On voit de plus en plus de live streams qui se montent, qui sont faits de la part des marques vers les influenceurs, de la part des influenceurs vers les consommateurs et de la part des marques vers leur propre communauté. Il y a eu une explosion d'un réseau social qui est TikTok également, et ça a été super intéressant à travailler, à voir quels sont les codes de communication sur ce réseau social, parce qu'effectivement, c'est pas du tout les mêmes codes quand on est sur YouTube, quand on est sur du blog, quand on est sur Instagram ou sur TikTok, et du coup, ça réarmer une nouvelle créativité, et c'est vraiment, enfin, en tout état de cause, ça a été plus un défi ultra passionnant à faire décoller qu'une période anxiogène en fait. On reviendra sur TikTok parce qu'effectivement, c'est un des phénomènes. Je voyais quelques chiffres entre le premier semestre 2019 et le deuxième semestre 2020.
Le nombre d'influenceurs actifs rémunérés a augmenté de 368%, le nombre de publications sponsorisées a augmenté de 95% et le nombre d'engagements relatifs à des publications sponsorisées a augmenté de 29%. C'est au global, international. Donc, on verra ce que ça veut dire pour la beauté et pour la beauté en France, enfin, pour les marques françaises. Déborah, avant de dire à Jency, ton sentiment à toi sur cette période? Alors nous, ça a été comme pour tout le monde, ça a changé beaucoup de choses. Et je vais notamment vous parler d'un exemple, une marque de beauté qu'on accompagne qui s'appelle Knipe. Et cette marque-là, on avait défini en début d'année dans la stratégie, donc avant la pandémie, qu'on allait créer la maison Knipe, donc une rencontre influenceurs, journalistes et communauté, qui allait prendre à Paris dans un hôtel. Évidemment, qui dit pandémie, ce n'est plus possible. Donc, on a dû réinventer cet événement parce que c'était toujours important pour cette marque de lancer ses produits. Donc, on a imaginé une semaine de live avec les experts, avec des experts Knipe qu'on a choisis. Il y avait notamment Claire Andrewicz, qui est naturopathe. Il y avait une professeure de yoga, une professeure de méditation, etc. Donc, pendant une semaine, on a eu des intervenants en live sur le compte de Knipe. Tous les intervenants, évidemment, ont joué, ont communiqué sur l'événement, sur leur réseau. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est que à la fois, on a touché la communauté de Knipe, on a touché la communauté des influenceurs. Et donc, du coup, on a eu quelque chose à raconter de hyper pertinent avec un rapport privilégié et conversationnel avec nos communautés. Et c'est un petit peu ce que disait Déborah tout à l'heure. Finalement, on est encore plus dans la conversation. Les communautés ont besoin de parler et elles ont besoin de se retrouver elles ont besoin de retrouver des valeurs, leurs valeurs chez les marques. Et du coup, ça a été une très bonne occasion pour les marques pour réaffirmer qui elles étaient ou pour du moins se poser la question qui elles sont et comment on va affirmer tout ça. Donc finalement, une pandémie, c'est évidemment dramatique. En revanche, ça a eu un vrai, ça a été un vrai accélérateur en termes de qui on est, pourquoi, comment on fait les choses et comment on rallie tout le monde autour de sa marque avec des bonnes raisons. Donc voilà, donc finalement, et dernier point sur cet événement-là qui a été hyper intéressant, il y a plein de moyens de gagner des followers sur Instagram, notamment les jeux concours. Et le problème des jeux concours, qu'on peut penser de manière un peu classique, c'est que, OK, on gagne plein de followers, on est hyper content sur le moment parce qu'on se dit, ah, je viens de gagner, je sais pas, 10 000, 20 000 followers. Alors là, sur cet événement, on a gagné 2000. Et en fait, c'est 2000 hyper engagés, qui sont hyper contents et qui sont devenus aussi des acheteurs de la marque. Donc, en fait, finalement, c'est presque moins mais mieux, plus ciblé. Et voilà. Ah, on ne t'entend plus, Laurence. Oui, parce que j'ai coupé mon micro pour que les autres entendent mieux, mais voilà, j'ai encore quelques petites adaptations à faire au système. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a envie de réagir ou alors je passe à la suite? Puisque c'est une conversation, donc on a préparé quelques questions générales, mais bien sûr, est-ce qu'on a des questions du côté des conversations? Non. Bon, alors, moi j'ai envie, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, hein, dans le dur des stratégies, on voit que ce marketing d'influence, il a explosé dans un contexte où la société bruisse, grince, etc. Donc, le marketing d'influence, c'est vrai qu'a priori, on se dit, bah, c'est un peu comme la prose, on peut tous en faire, ça a l'air facile, ça a l'air pas cher, et puis on a des résultats rapides. C'est à la fois vrai et pas vrai, n'est-ce pas, Déborah? Il y a quand même un certain nombre de règles à suivre si on veut qu'une marketing d'influence ait des chances d'être efficace, puisque votre objectif, vous, en tant d'agence, c'est bien sûr l'efficacité de ces stratégies. Déborah and Associate. Je voulais savoir justement à qui tu posais la question. Effectivement, il y a des règles assez basiques à se poser quand on lance quand on lance une opération de marketing d'influence. Déjà, lancer une opération de marketing d'influence sans réfléchir à l'objectif à la base, savoir si on veut gagner en notoriété ou vendre ou développer sa communauté ou partager des valeurs, c'est compliqué. Il faut toujours définir en amont un objectif, mais ça dans toutes les agences de communication ou de marketing d'influence, c'est une question qu'on se pose vraiment
en tout premier, quel est l'objectif de l'opération que vous voulez mettre en place. Mais en fait, cette opération, elle doit s'inscrire dans une approche globale de développement de la marque, en termes de visibilité, en termes de positionnement, en termes d'image de marque. Donc, si on le fait comme ça, en se disant, tiens, je vais envoyer quelques produits à quelques influenceurs, puis on verra ce qui se passe, en général, on est déçu. Et en général, c'est ce qu'on entend, c'est oui, nous, on a envoyé, on a fait des partenariats avec des influenceurs et ça n'a pas fonctionné. Mais c'est parce qu'en fait, en amont, ils n'ont pas défini, les intervenants n'ont pas défini ce qu'ils voulaient obtenir comme résultat. Une fois qu'on a défini son objectif, en fait, derrière, on va aller choisir les mécaniques qui sont les plus adaptées à cet objectif. Puis, on va aller sourcer les influenceurs qui sont les plus à même d'intervenir sur ces mécaniques, que ce soit macro, middle ou micro-influenceurs. On va les sourcer, on va s'assurer qu'il y a une cohérence entre leur communauté et la communauté et les cibles qu'on veut aller toucher. On va dérouler ce sourcing en allant contacter les influenceurs en direct. C'est enfin, nous, en tout cas, on considère que parler aux influenceurs, c'est hyper important. Ça permet de bien échanger sur les objectifs de la campagne. La campagne, elle est déroulée forcément dans le temps. Les influenceurs écrivent leur contenu, ils peuvent poser des questions également. Ils engagent leur communauté, ils peuvent remonter des questions de leur communauté. Et puis, une fois qu'on a déroulé la campagne, il faut vraiment mesurer les objectifs. Est-ce qu'on les a atteints, est-ce qu'on ne les a pas atteints, voir ce qui a fonctionné pour le reproduire et voir ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas le reproduire, justement. Et nous, on aime bien rajouter une petite brique de social listening à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on profite de ce moment où la marque est en lumière pour aller plugger nos outils d'écoute du web pour voir ce que les consommateurs, qui en général ne s'expriment pas, parce qu'en community management, on a les râleurs qui s'expriment pour dire qu'ils ne sont pas contents d'un produit, ou on a les grands fans pour dire qu'ils sont super contents d'un produit. Mais les 85% de consommateurs entre les deux, ils ne s'expriment pas trop. Donc, on profite de ces opérations pour aller écouter ce que les consos de base, comment ils perçoivent la marque, comment ils perçoivent les produits. Et ça permet de remonter des insights, soit pour faire du développement de produits, soit pour faire d'autres actions de communication. Alors ça, c'est le déroulé standard, on va dire, d'une opération. Mais en même temps, faire juste une opération, comme je disais, ça ne marche pas. Je prends l'exemple du sport. Si on va faire une fois du sport, une séance d'1h30, 2 heures, on est super content, on sort de là, on est bien parce qu'il y a les endorphines, etc. Mais sauf que dans le temps, ça ne permet pas de transformer ou d'atteindre son objectif, de devenir super musclé ou de perdre du poids. Et donc, c'est dans la répétition. En fait, une opération de marketing d'influence, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle s'inscrive, comme je le disais, dans une approche globale de développement de communication, alors soit uniquement digital, soit intégrée à une stratégie 360. Mais en tout état de cause, il faut qu'elle soit reliée à cette stratégie de com et également reliée à tout ce qui est social media, parce que c'est un moment où le community manager peut venir appuyer certains messages, et aussi avec toute la partie ads, parce que c'est le moment enfin, c'est quand les influenceurs parlent de la marque que c'est le moment de faire tourner des pubs. Donc, assez simplement, je dirais qu'on est en mode projet, qu'on a défini un objectif, qu'on a défini un planning, qu'on a défini des moyens, parce que pour que ça fonctionne, il faut quand même des moyens, un minimum. Et puis derrière, on va aller mesurer l'atteinte des résultats. Et si on a un outil de social listening, écouter ce que les consommateurs pensent de la marque. Vous êtes d'accord avec ça, dire Agency, Cube? Tout à fait. C'est tout Vous à avez fait. des choses à rajouter? Pour nous aussi. C'est complet. Donc, une fois qu'on a bien défini sa campagne, ses objectifs, toutes les étapes que tu viens de nous dire de mise en place, il y a tout ce travail avec les influenceurs. Et on voit que ça a beaucoup évolué. D'ailleurs, vous qui avez des agences depuis 5-7 ans, toi Déborah qui est depuis longtemps sur le métier, on voit qu'il y a eu des vagues. Il y a eu ces marketplaces avec plein d'influenceurs en quanti, il fallait les choisir. Et on est quand même devenu sur des stratégies plus affinitaires. Mais maintenant, où on en est exactement et comment vous travaillez, vous, pour repérer les bons influenceurs pour vos clients? Et je vais commencer à poser la question à Emeline et Morgane. Alors nous, comment on travaille? Il y a effectivement ce que disait tout à l'heure Déborah. Il faut d'abord voir l'objectif que le client a envie d'atteindre, c'est-à-dire soit d'augmenter sa communauté, notamment sur les réseaux, pardon, je parle beaucoup de les mains, soit de vouloir amener du trafic et de la vente sur le site. Et du coup, à partir de là, effectivement, on va aller chercher des influenceurs et
il y a deux solutions pour ça. Donc, soit ce que tu disais tout à l'heure, Laurence, de grandes plateformes où on allait chercher des tas d'influenceurs à qui on proposait une campagne sur laquelle ils devaient postuler et ensuite on acceptait, soit du cas par cas et de la recherche vraiment de la veille en fait des contacts, un peu ce qu'on faisait dans notre métier premier qui est les relations presse. Donc là, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus du cas par cas. On va chercher les influenceurs et on s'aide d'un outil qui nous permet de savoir bon, déjà la taille de la communauté, ça tout le monde peut y avoir accès, mais aussi tout ce qui est engagement de la communauté, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important aujourd'hui, savoir que la communauté vraiment va réagir et va être engagée auprès des propos que va tenir l'influenceur, mais aussi tout ce qui est intérêt de cette communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va travailler avec des influenceurs. Si une influenceuse a un super taux d'engagement, mais que sa communauté est plus intéressée par ses posts déco que par ses posts beauté, bah, malheureusement, on ne va pas travailler avec elle puisque ce n'est pas le métier c'est pas le domaine que nous, on cherche à atteindre. Ce qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, la conversion, soit en augmentation de communauté, soit en trafic sur le site. Donc, à partir du moment où on a fait beaucoup de veille et qu'on a cherché beaucoup d'influenceurs et qu'on a commencé à les contacter et tout, nous, ce qu'on fait chez Cube, c'est ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va donc commencer avec une première étape. Une première étape qui est le post versus, donc après le contact, post versus produit ou dotation financière. Ça dépend des influenceurs et ça dépend des moyens aussi que la marque a voulu engager. À partir de là, une fois qu'on aura eu ces posts et qu'on va pouvoir, grâce à nos outils, traquer, mesurer, voir l'impact que ça a eu au niveau soit de la communauté Instagram et réseaux sociaux, soit sur le site, on va pouvoir choisir ce qu'on fait, c'est à peu près la moitié, on va dire, selon les cas, pour passer à la deuxième étape, c'est-à-dire les 50% meilleurs posts des influenceuses qui ont travaillé avec la marque. Selon les résultats qu'elles ont eus, on va leur proposer une deuxième étape qui là va être un jeu concours. Alors l'idée, c'est ce que disait aussi tout à l'heure l'autre Déborah, c'est que le jeu concours ne soit pas juste un coup d'éclat un jour et qu'on ait 2000 abonnés qui arrivent et que le lendemain, il y en ait 1500 qui partent, parce que ce n'est pas le but. Mais comme en fait, on va aller de plus en plus dans la conversation sur la marque en plusieurs points avec les influenceurs, l'idée, c'est vraiment de montrer la vraie affinité entre la marque et les influenceurs. Donc, que la communauté se dise, je vais rester puisque cette marque-là, l'influenceuse que je suis l'a aimée, donc c'est quelque chose qui va me plaire aussi. On va faire cette deuxième étape de jeu concours. Ensuite, ça, c'est assez facile à traquer, du coup, les résultats en plus. Sur ces, on va dire, 50% de jeu concours, on va en prendre encore la moitié pour pouvoir proposer une troisième étape de code promo, ensuite de takeover. De takeover, c'est juste le fait que les influenceuses prennent la main sur le compte Instagram d'une marque, par exemple. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être plus dans la relation durable. On fait du développement durable depuis 7 ans, donc on fait aussi des relations durables. C'est vraiment d'être dans la relation durable et de montrer, d'émerger parmi les one-shots que vont pouvoir faire d'autres marques ou d'autres stratégies. On a fait ça récemment avec une marque qui s'appelle Biogénie, qui est une marque de soins en institut, qui est pionnière d'électrocosmétiques et qui a aussi une gamme de produits. Et on en est à la deuxième étape déjà. Aujourd'hui, on a fait 1 mois, c'est une petite marque, donc on a fait en fonction de leurs moyens. On a fait 1 mois où on a eu 10 influenceurs qui ont posté des produits en fonction qu'on leur envoyait en fonction de leur type de peau, de leur communauté, de leurs envies. Et on a eu 10 influenceurs aujourd'hui qui ont posté en 1 mois, ce qui nous a amené à une audience quasi de 200 000, près de 200 000 abonnés. Enfin, non, pardon. Reach de 200 000. Pas abonnés, ça serait génial. Mais surtout, en fait, l'objectif de Biogénie, c'était la hausse du trafic sur son site. Et là, on a vu que ça avait marché selon ses chiffres. À lui, il nous a dit qu'il avait, par rapport au même mois l'année dernière, il a gagné 46% de trafic sur son site. Donc finalement, ça veut dire que ça a plutôt bien fonctionné. Et là, la deuxième étape avec lui, elle commence. Donc, on a eu 10 influenceurs avec qui on a bien travaillé. On en a sélectionné 6 à qui on va envoyer là des informations. On continue évidemment de converser tout le temps. L'idée, c'est vraiment d'être dans du relationnel. Et la deuxième étape, c'est de pousser. Là, on va être sur du code promo, puisque, encore une fois, l'idée, c'est d'aller sur du trafic sur le site. Donc, on passe à la deuxième étape avec
6 influenceurs, on est un peu plus de 50%, et ensuite on va redescendre avec, on va proposer soit un institut quand ça sera réouvert, soit d'amener les influenceuses dans les coulisses. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur cet entonnoir, sachant que quand on est à la 3e étape pour une certaine influenceuse, ça n'empêche pas que la stratégie continue et qu'on cherche d'autres influenceurs à faire rentrer dans cet entonnoir. Le but, c'est pas d'avoir vraiment une seule personne à la fin, c'est vraiment de regarder les résultats et de travailler sur l'efficacité et sur le long terme. C'est un peu aussi ce qu'on fait dans un programme qu'on est en train de créer à l'agence qui s'appelle le programme des ambassadrices Cube. L'idée, c'est d'avoir des ambassadrices, donc des influenceuses avec lesquelles on travaille régulièrement déjà depuis quelques années, mais de les intégrer encore plus à notre stratégie de communication. Donc, les emmener sur des exclusivités, leur envoyer tout ce qui est les invitations des événements, bien sûr, mais de les impliquer encore plus. Et le but, c'est vraiment ça. C'est vraiment on arrive jusqu'à la co-création avec les influenceuses. On n'est plus seulement un diffuseur de contenu et elles prennent ou elles prennent pas. On est vraiment sur de la relation d'échange et on va pouvoir travailler avec elles pour que les produits des marques Cube puissent être visibles le plus facilement possible et de façon assez automatique. Donc voilà, le but, en fait, c'est vraiment tout ce qui qu'il y ait une authenticité qui se perçoive de la part des abonnés. Parce que finalement, c'est ça qui compte aujourd'hui. Les abonnés se rendent compte quand il y a un one-shot, même si on met les hashtags sponsorisés ou pas, certaines fois, les abonnés se rendent compte en fait de l'authenticité et de la vraie affinité entre la marque et les influenceurs. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver les marques qui vont plaire et qui vont correspondre et continuer pour avoir de la visibilité tout au long de l'année et donc cette durabilité qui va permettre d'être authentique. Donc une relation très humaine, on va dire. Inspiration, relation ouais. Vous avez des choses à ajouter, les deux Déborah, dans ce dispositif? Vous travaillez un peu comme ça aussi? Vous avez d'autres manières de faire? Pour ma part, c'est effectivement, on travaille de cette manière-là. Et ce qui est important, c'est effectivement de définir les objectifs de la campagne, les KPIs, sans oublier la créativité, parce que c'est aussi ça qui fait le succès d'une bonne campagne. La créativité. Déborah, chez And Associate, ça te parle tout ça? Alors, nous, évidemment, peut-être parce que je suis moi-même une ancienne influenceuse, mais la relation humaine, c'est la clé indéniable pour avoir des campagnes réussies. Ce n'est pas la seule clé, mais c'est la première clé. C'est-à-dire que si on a vraiment cette relation de confiance qui est construite au fil du temps avec des influenceurs qui correspondent bien évidemment aux marques qu'on représente, on va les embarquer dans l'histoire qu'on veut raconter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de les embarquer dans l'histoire, comme vous disiez chez Cube, le fait qu'il y ait cette affinité, mais pas juste au niveau des communautés, mais aussi au niveau de ce que l'influenceur veut défendre lui-même, qu'il ait un coup de cœur. Chercher le coup de cœur, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Et c'est vrai que c'est beaucoup de temps, beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges. Les outils, c'est pour faire de la présélection, c'est pour mesurer, comme vous disiez, le taux d'engagement, la véracité de la communauté, parce qu'aujourd'hui, on a des outils de plus en plus puissants qui permettent de valider le nombre de faux followers sur une communauté, mais également le taux de saturation, parce qu'un influenceur, une personne qui poste produit après produit, je vais être un petit peu provocante, mais c'est un vendeur de téléachat presque. Ce qu'il faut, c'est qu'il raconte aussi une histoire à sa communauté, qu'il partage des choses et du coup, quand il partage le produit, son test, son amour, son envie de partager ce produit, il y a quelque chose qui se crée justement et c'est là où c'est assez gagnant en fait. On a deux questions là de la communauté. Alors, on a une question de Barbara Danan. Diriez-vous que ce principe de construction de relations permet de construire la confiance vers la marque? Emeline, par exemple. Oui, bien sûr, c'est évident en fait, puisque l'idée aujourd'hui de l'influence, c'est ce qu'on dit toutes depuis le début, c'est d'être beaucoup plus éthique et authentique. Donc forcément, qui dit authenticité dit plus de confiance. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les marques, elles ont dépassé leur simple rôle d'achat. Nous, on avait donné une conférence en 2018 sur comment donner du sens à sa communication. Et à l'époque, c'était
c'était le début du fameux mot sens, donc on a vu partout après. On a eu la bienveillance, on a eu le sens. Maintenant, on est sur l'année de l'authenticité. Clairement, en fait, si on est sur cette relation très humaine, très authentique, où on ne fait pas du one-shot, où on peut faire de la rémunération aussi, parce que nous, on se base sur les budgets de nos marques, on s'adapte toujours au budget. Alors, ce qui est génial avec l'influence, c'est qu'on peut tout faire avec tous les budgets. Les gros comme les plus petits. Donc ça c'est vraiment, ça nous permet d'être hyper agile. Et en fait, à terme, le but, bien sûr, c'est de construire la confiance vers la marque. Et l'influence aide beaucoup parce qu'en fait, on est sur de la relation, on est sur de l'échange, sur de la conversation avec les communautés. Donc forcément, oui, ça assoit la marque en termes d'image, en fait, puisqu'on a souvent en communication cet objectif d'image. Bien sûr, on a toujours les ventes en tête. Clairement, nous, c'est ce qu'on dit à nos clients, hein. C'est bien beau de travailler sur la notoriété et sur l'image, mais il faut pas que ça soit que ça. Donc, ce qui est important, c'est aussi la conversion. Donc, l'influence, c'est un outil magnifique pour mesurer la conversion. Sur les relations presse, qui est un autre outil, on est beaucoup plus sur de l'image et on va beaucoup plus, ça va faire de la conversion, mais en termes de points de vente. C'est-à-dire que si vous arrivez en négociation commerciale avec un grand magasin, par exemple, avec des jolies parutions dans des magazines féminins, quand vous êtes de la beauté engagée, clairement, ça va transformer l'influence, ça va vous transformer en termes de vente. Et bien sûr, ça va créer cette confiance. On a une question de Marine, de My Beauty Community. Comment vous cadrez les contenus? Faites-vous un brief aux influenceurs? Est-ce que vous leur laissez de la liberté? Est-ce qu'il y a une des deux, Déborah, qui veut répondre? Ouais, avec plaisir. Évidemment qu'il faut cadrer la relation avec l'influenceur, notamment quand il est rémunéré. En fait, c'est aussi ça ce qui est intéressant quand on rémunère un influenceur. On va pouvoir cadrer sa prise de parole, lui demander de faire un Reels, un jeu concours, 3 stories à tel moment donné. Voilà. En revanche, quand notre influenceur n'est pas rémunéré, c'est plus compliqué de cadrer sa production. En revanche, et notamment par la relation qu'on a avec lui, on va pouvoir lui dire, bon, bah, écoute, si les produits qu'on t'a envoyés te plaisent, évidemment, la marque serait ravie que tu fasses. Et là, on énumère tout ça. Mais en tout cas, il faut quand même considérer que l'influenceur, c'est malgré tout une société, surtout quand il fait payer. Et donc, qui dit société dit service. Et donc, on va faire un brief comme on le ferait pour n'importe quelle autre prestation. On a beaucoup de questions, donc je vais encore continuer puisque c'est l'idée de ce matin, c'est que même si on ne se voit pas, on échange. Donc Bernadette Dortu, qui est une spécialiste des clientèles chinoises. D'ailleurs, vous avez peut-être vu sa petite annonce dans la dernière newsletter du CW. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'influenceuses beauté qu'il y a en France? Déborah de Ind Associates, par exemple. Alors, en fait, ça dépend si on parle de macro, de middle ou de micro-influenceurs. Sur les middle influenceurs, ça se renouvelle assez vite, donc c'est un petit peu compliqué. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parfois d'aller chercher des influenceurs qui ne parlent pas que de beauté. Si on est par exemple sur des marques de cosmétiques pour enfants, c'est aussi intéressant d'aller collaborer avec des influenceurs parentaux de la parentalité. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire attention au taux de saturation, donc au nombre de partenariats que peuvent avoir des influenceurs, qu'ils soient sur Instagram, sur YouTube, sur les blogs aussi. Il y a quand même aujourd'hui, les blogs fonctionnent très très bien, par exemple pour tout ce qui est achat réfléchi. Donc quand on est sur des cosmétiques qui s'adressent déjà à une clientèle de 35 ans et plus, qui ont un certain coût, c'est pas les mêmes mécaniques. Et du coup, c'est aléatoire comme réponse. Évidemment, dans les grands influenceurs, il y en a une petite vingtaine qui transforment vraiment et qui sont intéressants. Sur les middle, il y a quelques influenceurs qui sont spécialistes skincare, par exemple. Et là, il y en a une petite dizaine. Après, on a des influenceurs qui sont plus mainstream en termes de communication, même s'ils parlent beaucoup de cosmétiques. Mais en général, ils sont cosmétiques et lifestyle. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. Il y en a beaucoup, surtout chez les micros. Après, plus on remonte évidemment en grosseur d'influenceurs, moins il y en a, je dirais une vingtaine sur les macros en tout cas, qui transforment.
Je ne parle pas des macros qui ne transforment pas. Oui, il y a cette. Non plus vrai. Et d'ailleurs, il y a une question d'Annie Beignot. Comment mesure-t-on la confiance en la marque? Sur quel type de KPI vous basez-vous pour mesurer cette notion? Est-ce que c'est faisable d'ailleurs? Est-ce que vous avez des critères pour juger de la confiance que vous avez créée? Emeline, par exemple, sur Oui, oui, bien sûr. Nous, en fait, on ne regarde pas que la conversion en termes de nombre d'abonnés et vers le site internet. On regarde aussi beaucoup les commentaires. En fait, les commentaires, ça nous dit la réputation de la marque. Donc, soit les commentaires affichés dans un post, notamment sur Instagram. Mais sur YouTube, il y a aussi les pouces vers le haut ou vers le bas. Et puis après, il y a aussi les messages en privé. Et en fait, ça nous permet de mesurer l'appréciation positive ou négative de la marque. Si on a sur une campagne quelqu'un qui nous dit, enfin, on a je sais pas, une centaine de messages qui nous disent ah mais c'est super comme collaboration, j'adore, etc. Enfin voilà, ça aide forcément à mesurer si cette confiance elle a été établie ou pas. Et puis en plus, si on construit des relations sur du durable, forcément, ça fait moins publicité, comme le disait Déborah. Et du coup, c'est moins perçu comme du sponsorisé en fait. Donc c'est aussi même si nous on demande à le mettre, bien sûr. On alterne rémunération et non rémunération et on demande toujours à ce que ça soit très transparent vis-à-vis de la communauté. Après, il arrive aussi que sur les macros, il y a des coups de cœur, hein, donc celles qui se font que payer. Ça nous est déjà arrivé, donc c'est possible. Et personne ne vous a cru. On s'est dit que vous avez oublié le terme sponsor. Et explosion c'était Noolita, qui est très très connue sur le domaine du lifestyle, plutôt mode d'ailleurs. De toute façon, en macro, big, beauté, elles sont très peu nombreuses, elles sont plutôt mode et lifestyle en général. Et explosion des ventes sur le site internet, mais en one shot. Il faut aussi penser, il faut tout combiner en fait. Laurence, c'est à ce moment-là, si je peux compléter la réponse. Bien sûr. C'est vrai que c'est à ce moment-là où les outils justement d'écoute du web prennent tout leur sens parce qu'ils permettent d'aller collecter toutes les données justement de ce qui se dit sur la marque, mais aussi de qui le dit. Donc ça permet aussi de valider parfois des cibles qu'on a imaginées et de se confronter à la réalité et de se dire ah ben, finalement ma marque elle est plus aimée par des jeunes qui ont 20-25 ans que par des femmes qui ont 30-35 ans, alors qu'au départ je l'avais pensé pour des femmes de 30-35 ans. Et effectivement la lecture de ce qui se dit, la collecte de toutes ces informations là, c'est ce qui permet de valider ou pas, ou d'identifier les pistes d'amélioration pour valider cette confiance avec les marques. J'ajouterais une dernière chose par rapport à ces campagnes-là. Typiquement, quand vous faites une campagne d'influence et vous envoyez beaucoup de trafic sur le site internet de la marque, vous créez des bassins d'audience de gens qui sont potentiellement intéressés par votre marque, d'avoir des bonnes campagnes d'acquisition sur Facebook et sur Instagram et en display aussi d'ailleurs, histoire d'augmenter l'achat. C'est-à-dire que votre influenceuse, elle envoie du trafic, potentiellement ça vous fait des tonnes de vente, mais vous pouvez faire perdurer ça avec des campagnes d'acquisition et avec des gens qui sont potentiellement plutôt intéressés puisqu'ils se sont rendus sur le site. Et d'ailleurs, on a une question de Stéphanie Gazelle. Est-ce qu'on a vu des augmentations des ventes beauté en ligne significatives depuis mars grâce à l'influence? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse parce que c'est plutôt des instituts d'études qui analysent ça, mais de vos clients, déjà, vous l'avez un peu répondu. Sur les chiffres, il y a une donnée, en fait, il y a une conférence de Gala qui se spécialise en clean beauty d'ailleurs, avec via son compte Instagram et son site internet notamment. Donc c'était il y a 2 semaines sur la clean beauty. Aujourd'hui, en 2020, il y a un Français ou Française sur 2 qui a acheté de la clean beauty. Donc moi c'est la seule stat que j'ai, ce qui est juste énorme, hein. Donc j'imagine que ça passe évidemment essentiellement via les e-shops. Mais en tout cas, nous, chez nos clients, on leur demande très régulièrement s'il y a baisse ou augmentation des ventes depuis mars. Il y a une grosse augmentation, notamment, je pense à La Canopée, sur leur site internet. Et l'avantage aussi, c'est que leurs points de vente partenaires ont créé des sites internet depuis mars.
ils ont eu le temps depuis le début de la pandémie de proposer une solution en ligne. Et du coup, ça permet de maintenir les ventes, en tout cas. Il n'y a pas d'effondrement des ventes. Alors, Audrey Roulin de l'agence Nelly Rodi, que vous connaissez aussi beaucoup bien, tous, bon, beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'elle intervient souvent au CIW. Quel est, à votre avis, votre avis sur la micro-influence? Est-ce Ah. que finalement, c'est la plus sincère, la plus transparente et donc la plus porteuse à terme pour vous? Qui veut répondre? Déborah, je vois que tu t'actives. Une des deux, Alors, Déborah Bette, Déborah Datassiette, vas-y, puis Déborah, tu compléteras. C'est un sujet qui revient très souvent, la question sur la micro-influence et sur la sincérité. Et pour reprendre ce que disait Emeline tout à l'heure, il y a ces grosses plateformes qui font de la mise en relation entre des marques et des micro-influenceurs. Et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'à un moment donné, il partage trop de contenu de lui et du coup il y a une vraie saturation. En début septembre, enfin on l'a tous vécu, il y a le groupe Facebook qui a mis une partie de son algorithme à jour et tous les taux d'engagement se sont effondrés. Là où avant les micro-influenceurs avaient un taux d'engagement naturel, un reach naturel qui était de 8 à 12%, ils sont passés à 2%, comme n'importe quel compte Instagram en fait. Donc aujourd'hui les micro-influenceurs ont perdu de leur intérêt parce que sur une communauté plus petite, l'intérêt, c'était d'aller toucher en direct et avec des échanges très sincères une plus grosse partie de la communauté. Là, on est juste sur un taux de 2%. Donc, les micro-influenceurs qui ont un taux d'engagement supérieur à 2% sans qu'ils fassent partie d'un pod, un pod étant une association de malfaiteurs, d'influenceurs pour aller s'auto-commenter et s'auto-liker les uns les autres, devient de plus en plus compliqué. Donc, j'imagine que Déborah, Emeline et Morgane, on vit tous la même chose, c'est qu'on est en train de lire tous les commentaires des articles, de blogs, de chaînes YouTube, de TikTok, pour s'assurer que les influenceurs ont le vrai taux d'engagement qu'ils ont dit. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, on continue à discuter de manière plus proche avec la communauté, mais le coût d'acquisition, le coût de la touche de la communauté de l'engagement a augmenté avec auprès des micro-influenceurs à cause de cette mise à jour de l'algorithme, justement. Et Déborah, de Dire Agency, tu as quelque chose à ajouter? Nous, à l'agence, on travaille, en fait, quand on fait des strates d'influence, on travaille autant avec des micros que des macros. Et les micros, quand même, dans la manière dont on les caste, ont cette sincérité envers leurs followers. Et cette sincérité, on va l'évaluer sur la manière dont ils répondent à tous les commentaires, dont ils répondent aussi en inbox, etc. Et c'est un outil pour nous hyper intéressant. Et on a vu notamment sur certains de nos clients un bon retour sur investissement. Et je vais vous donner un exemple que je ne vais pas citer, mais ça date d'il y a 2 ans. C'était un client, on va dire, dans l'image. C'était un service. On a fait une stratégie de micro-influence sur Noël. On en a activé 300. On a généré 60 000 € de chiffre d'affaires. Et donc, malgré tout, et en fait, ces influenceurs, on les avait activés au fur et à mesure de l'année pour faire vraiment un énorme coup à la fin de l'année où tous ces 300-là ont été activés sur une période de 15 jours. Donc, pour nous, la micro-influence est hyper intéressante à bien des égards et à la fois dans l'authenticité, à partir du moment où ils sont bien castés et en même temps pour avoir un bon retour sur investissement. Alors, de temps en temps, la problématique qu'on a, c'est que micro-influence veut parfois dire, notamment quand on cherche un vrai retour sur investissement, ils n'ont pas toujours une image hyper quali. Donc, c'est aussi à voir ce qu'on veut en tant que marque. C'est est-ce qu'on veut une image ultra quali, mais ce n'est pas forcément égal chiffre d'affaires, ou on va être un petit peu plus tempéré, à la fois avec quelques influenceurs un petit peu plus, on va dire, un peu plus forum, entre guillemets, dans l'approche, un peu plus questions-réponses, téléachat, comme Déborah, je crois, disait tout à l'heure, et d'autres plus images. Donc, voilà pour ma réponse. Ah, Moi, Emeline, tu veux rajouter quelque chose? Oui. c'est juste 30 secondes. En fait, nous, on combine les 3 macro, micro, nano. À partir on va de 1000 jusqu'à beaucoup plus. Et en fait, il faut juste les aborder différemment, bien sûr. Mais en fait, effectivement, les macros ont souvent une très, très forte communauté qui peut être intéressante. Mais effectivement, sur les nanos, donc qui sont les 1000 à 5000 en gros, il y a une authenticité qui est encore véridique et qui est super intéressante. Donc voilà, l'idée, c'est de combiner tous les profils, en fait. C'est comme ça qu'on aura la meilleure campagne.
Alors, il y a encore quelques questions, mais on va avancer un peu parce qu'au-delà de l'influence, on a intitulé cette matinée communication digitale. On voulait parler justement de stratégie peut-être un peu plus globale. Vous avez commencé à l'évoquer, Emeline, en disant nous on fait aussi des relations presse. Vous êtes d'ailleurs Cube et Dear Agency vraiment positionnés sur des agences de communication globale, parce que l'influence, ça répond pas à toutes les problématiques. Donc Déborah de Dear Agency, comment on amène un client justement qui est souvent très spontanément attiré vers l'influence parce que comme on l'a dit au début, ça lui paraît plus facile, moins cher, etc. On construit sa stratégie 360 avec eux. Alors en fait, c'est d'abord l'objectif qui va driver la stratégie. Et pour ça, je vais vous donner un exemple pour une boutique que vous connaissez peut-être qui s'appelle Flying Tiger, à l'image d'Emma qui vend des petits objets. Et du coup, leur problématique, c'était ils ouvraient leur première boutique à Paris. Et comment on fait pour faire du bruit? Le concept n'était pas nouveau en France, ils avaient déjà une quinzaine de boutiques, mais c'est la première fois qu'ils arrivaient à Paris dans une jolie rue. Donc du coup, nous, ce qu'on s'est dit, bon, on doit faire du bruit, comment on fait? Donc, on a imaginé une stratégie d'influence et presse d'ailleurs et communautaire, où on a imaginé inviter toutes ces personnes-là. Ils avaient 1 minute pour piquer 10 articles dans la boutique. Et en fait, ça les a tellement amusés. Déjà, on n'a jamais eu autant d'influenceuses et de journalistes qui faisaient la queue parce qu'on en avait une centaine devant la boutique. On a fait gagner des places sur Facebook et sur Instagram à la communauté. Et donc, en fait, on a activé tout le monde. Donc, l'objectif, c'est comment on en fait parler. Et donc, et presse, et influence, et communauté, et clients se sont réunis pour l'ouverture de la boutique. Et donc, on est parti de l'objectif pour tout ça. Donc voilà, et on a fait vraiment un parcours 360 puisque il y avait jeux concours, teasing, reveal, etc. Et ça a tellement bien fonctionné qu'à chaque fois qu'il y avait une ouverture de boutique en France, ils ont repris ce concept-là. Emeline, Morgane, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, nous, on rejoint complètement ce que dit Déborah. Effectivement, c'est ce que tu disais aussi, Laurence. Souvent, on fait appel à nous pour de l'influence parce que c'est super efficace, c'est rapide versus les relations presse qui sont un peu plus longues à mettre en place et surtout, c'est plus accessible en termes de budget. Mais en fait, on le voit bien dans l'exemple de ce qu'on appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Brands. Au début, elles ne faisaient que de l'influence et de la communauté. Aujourd'hui, on voit qu'elles étendent leur stratégie de communication à vraiment tous les domaines. Donc, en fait, c'est important si vous voulez une visibilité globale de bien sûr faire appel à l'influence au début parce que ça permet de vite avoir du retour sur investissement. Mais en tout cas, si vous voulez maximiser votre visibilité et agir sur tous les objectifs de communication qui sont en général achat, image et notoriété, effectivement, une stratégie globale, création de contenu, événementiel, réinventé en mode de Covid-friendly, toujours, parce que c'est la santé avant tout. C'est ce qui va vous permettre d'être vraiment performant. Et juste sur un bon taux d'engagement, parce que j'ai vu la question passer, c'est une affaire de 2 secondes, on dit que c'est à partir de 3 à 5%. Un bon taux d'engagement. Ce qui est très petit, mais en fait, c'est déjà pas mal. Déborah, toi qui es plus spécialiste sur le marketing d'influence, je sais que tu partages aussi cette idée qu'à un moment donné, il faut élargir. Alors moi, je partage tout à fait cette idée et j'adore justement intervenir en soutien auprès de certaines agences de com quand elles nous le demandent justement pour pouvoir s'inscrire dans leur stratégie globale. C'est ce que j'ai dit au tout début quand tu m'as posé la première question. Une bonne stratégie d'influence, elle fonctionne parce qu'elle s'inscrit dans une stratégie de développement de marque. Alors, à la marge, il y a des marques qui ne font que de l'influence, mais c'est quand même à la marge. Et il y a quelques exemples qui sont emblématiques, mais qui ne démontrent pas une capacité à ne fonctionner que grâce à l'influence. Et donc, effectivement, les relations presse, l'approche 360 de la communication est hyper importante. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler de concert entre les différents intervenants. Et je rajouterais le social media, le community management. Si on a la relation comme 360, le marketing d'influence et le social media qui communiquent ensemble, là, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Alors, on a encore quelques questions qui sont sur l'influence. Mais vous les voyez en même temps que moi aussi. Question de Noucha Saint-Martin.
avec la baisse du D2C, du Beyond Mortar, est-ce que les influenceuses, finalement, ne sont pas en train de devenir l'avenir des conseillers beauté? Il ne faut pas confondre expertise de quelqu'un qui a fait des études, qui a peut-être un diplôme en cosmétique ou autre, et quelqu'un qui est passionné par un sujet, qui en parle, qui peut devenir un expert. Mais à la base, ce ne sont pas des experts. Et le rôle de conseillère beauté et de conseiller beauté, moi je pense, et pourtant je fais du marketing influence, mais je pense qu'il va rester hyper important. Quand on regarde, c'est Lancôme qui a sorti justement une offre de digitalisation. Ces conseillers beauté discutent en direct avec les membres de la communauté Lancôme ou des consommateurs à venir. Il y a toujours cette notion d'expertise quand même. Voilà. Après, il y a les influenceurs qui sont experts skincare, qui sont issus de profils scientifiques, mais ils sont quand même relativement rares. On les connaît. Et eux, ils ne se permettent pas d'aller sur des territoires qui ne sont pas les leurs, justement. Mais en revanche, ce qui est hyper important, c'est que le conseiller beauté vienne là où les influenceurs n'iront pas pour garder sa place d'expert, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les influenceuses, elles sont tellement renseignées et puis, en fait, elles font tellement du test produit en face que la personne en face, elle est à la recherche de véracité de ses propos. Donc, ce qui est important, c'est que l'expert prenne toujours la parole en tant qu'expert et explique des choses, comme dit Déborah, qu'un influenceur ne pourrait pas savoir aussi. Emeline et Morgane. Oui. Il y a quelques temps, on avait donné un cours à l'ISIPCA auprès de justement conseillers beauté et justement, eux nous racontaient qu'en boutique, de plus en plus, ils ont ce problème-là. C'est-à-dire que eux qui sont experts, on va leur poser des questions. Enfin, la clientèle va poser des questions en disant j'ai vu ça chez telle influenceuse, qu'est-ce que vous en pensez? Et quand ils vont répondre de façon OK corporate, mais aussi experte, on va leur dire mais oui, mais vous de toute façon, c'est le retour qu'il m'avait fait. Vous, de toute façon, vous êtes de la marque, donc vous n'êtes pas très objectif. Donc, en fait, il faut effectivement qu'ils aillent encore plus dans l'expertise beauté globale, mais il y a ce côté, chez certaines clientes, hein, c'est pas, et clients, c'est pas tout le monde non plus, où on va ne plus croire la personne parce qu'elle vient de la marque, alors que l'influenceuse sera identifiée comme plus objective puisqu'elle a plus de marques, elle travaille pas pour une marque officiellement, soi-disant. Donc, il y a ce côté un peu, il faut vraiment mettre en avant, je pense, les conseillers beauté et la discussion nous avait amené à ce que eux faisaient en fait en tant que conseillers beauté pour voir ce qui se passait. Et ce qu'on leur demandait chez les marques, c'était surtout de regarder ce qui se passait sur les réseaux pour pouvoir justement avoir des réponses aux objections qu'ils auraient pu avoir en boutique en face à face. Parce qu'il y a vraiment effectivement un peu un mélange des genres et la confiance qu'on va trouver en tant qu'abonné à un influenceur ne va pas forcément se retrouver quand on parle à des marques. Et ça, c'est assez problématique quand on parle aux conseillers beauté. Ils sont assez... Enfin, moi, ceux avec qui on avait parlé étaient assez choqués de ça parce que c'était de plus en plus fréquent qu'on leur dise ah, mais c'est parce qu'une telle ou une telle l'a dit sur les réseaux. Voilà. Alors qu'en fait, la cosmétique, ça se teste, ça se sent. Et donc, c'est important le digital, mais le vrai, le physique, le réel, c'est bien aussi. Ça se combine en fait, tout se combine. Oui. Et d'ailleurs, Barbara vous répond, tout à fait d'accord. Je pense que cette expertise va être davantage renforcée dans le contexte actuel. Compréhension du besoin individuel, le relais individualisé de la marque. Voilà. L'expertise chez le conseiller, l'influenceuse pour la caution, dit aussi Marine. Mais vous les voyez aussi, les réponses. L'indépendance, c'est aussi très important. 10h12, donc c'est bientôt la fin de notre rencontre. Déborah, je pense quand même que tu pourrais revenir 1 ou 2 minutes sur TikTok, parce qu'on ne peut pas finir cette conférence, on en avoir parlé un peu plus. TikTok pour la beauté. Au début, on se disait, bon, c'est pas tout à fait pour la beauté, mais c'est en train de changer. Aujourd'hui, il faut savoir quand même, enfin, ça c'était des chiffres dont on avait discuté avec les gens de chez TikTok en début d'année. Il y a quand même 25% de leurs inscrits français qui ont 25 ans et plus. Donc, mine de rien, c'est pas rien. Et ça grossit tous les mois. On a encore eu dernièrement les derniers échanges. Ils ne nous ont pas donné les derniers chiffres, mais ils nous ont dit, ouais, ça grandit bien, ça grandit bien. Il ne faut pas se tromper sur un sujet, par contre, c'est que TikTok, c'est une grande cour de récré.
On y va pour s'amuser. C'est du contenu qui est snackable. C'est pas du contenu qui est informatif. Pour les contenus informatifs, il y a YouTube, il y a les blogs, il y a un petit peu Instagram avec les IGTV. Mais voilà, TikTok, c'est vraiment on s'amuse. Quand on regarde, par exemple, la marque, comment il s'appelle, de gel hydroalcoolique, Merci Andy, eux, ils s'amusent sur TikTok. Ils font du contenu qui est super marrant. Enfin, ils se prennent pas du tout au sérieux. Donc, TikTok, c'est intéressant parce qu'il y a une cible, mine de rien. Je vais sortir du monde de la beauté, mais il y a les cocottes Le Creuset qui font un carton sur TikTok. Et pourtant, ce n'est pas du tout leur cible. Mais les jeunes se sont pris d'amour pour ces cocottes, mais ils le font de manière super marrante. Et il ne faut pas du tout cadrer le contenu. Enfin, faut pas du tout cadrer le contenu. Faut le prendre comme une cour de récré où on y va pour s'amuser, où on veut voir des choses qui sont sympas et marrantes. Déborah, Emeline, Morgane, vous voulez rajouter quelque chose? En fait, il faut prendre à chaque réseau sa fonction. Et effectivement, en fonction de son objectif de campagne, on va voir si on veut aller. Instagram, c'est en beauté, c'est l'incontournable. Facebook, c'est important pour son SEO aussi, ça aide fortement au référencement. Et surtout, je me permets d'insister sur la beauté, sur YouTube, parce qu'avec les tutos, make-up, etc., c'est un réseau qu'il ne faut vraiment pas laisser de côté. TikTok, effectivement, c'est important d'y aller, mais si on a quelque chose à dire, on ne va pas y aller juste pour y aller. Et après, il faut voir aussi en fonction si ça peut plaire aussi à la communauté. Et puis LinkedIn sur les points de vente, pourquoi pas, pour la partie plus B2B. Mais en tout cas, à chaque réseau, sa fonction, ça c'est important. L'erreur à ne pas commettre, c'est de publier sur Instagram, sur Facebook, pardon, ce que vous avez fait sur Instagram, s'il vous plaît. Voilà, chaque réseau. Barbara, tu veux rajouter, Dear Agency, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je suis hyper d'accord avec les filles sur à chaque réseau sa fonction. Et sur TikTok, ça a été, et notamment pourquoi ça a explosé pendant le confinement, c'est un vrai espace de divertissement, hyper joyeux. Et en fait, c'est aussi ce dont les gens ont besoin en ce moment. En fait, dès qu'on ouvre son fil d'actualité Facebook, c'est assez anxiogène. Et les gens ont besoin de se décontracter devant TikTok. Et finalement, c'est pour ça que tous les âges y vont maintenant. Donc, en revanche, ce qu'on disait sur Merci Andy, c'est juste, ils cartonnent. Mais ça a été une vraie strate et ça allait typiquement dans leur cible. Ils ont un positionnement très jeune. Ouais. pour ça qu'ils cartonnent et tout le monde ne peut pas cartonner sur TikTok non plus. Il faut vraiment avoir une bonne strate et c'est du contenu et c'est du temps passé comme pour chaque réseau. Donc, quand vous choisissez d'investir un réseau, prenez en compte que c'est du temps, c'est de la production de contenu. Donc, ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux si vous ne pouvez pas accorder le bon temps derrière. Exactement. Mais en tout cas, Bon. sur de la beauté, on peut faire des choses assez géniales sur TikTok, sur tous les réseaux. Mais c'est la clé, c'est la créativité. Déborah le disait tout à l'heure. C'est assez génial, quoi, tout ce qui s'y passe. Eh ben, je trouve que comme mot de la